Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous faire voyager jusqu'en 1933 pour vous parler d'un film culte de l'histoire du cinéma, le fameux King Kong original, bien avant les remakes ou autres suites dont je parlerai un jour, enfin, les remakes parce que les suites je crois que c'est assez évitable, réalisé par le duo Marion C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, et je vais même rajouter un troisième larron, Willis O'Brien, l'animateur et gestionnaire des effets spéciaux, parce que sans lui ce film n'aurait pas la même envergure, tout simplement. Alors, inutile de préciser que c'est l'histoire donc d'un gorille sur une île un peu perdue au milieu de nulle part, qui va plus ou moins tomber, lui, la bête, amoureux d'une belle, une fille, qui est venue donc avec un équipage et une équipe de tournage pour faire un film sur place. Bon, ça c'est l'histoire de base. On va vous donner quelques détails derrière. Évidemment, je ne vais pas forcément faire de spoiler en soi dans cette vidéo, mais je vais quand même révéler des pans de l'intrigue, mais je me permets de le faire parce que, entre ce film-là qui est culte et les remakes derrière, je pense que tout le monde connaît l'histoire, plus ou moins, ou en a entendu parler, même sans forcément voir un des films. Alors, personnellement, j'ai découvert cette version de 1933 sur Arte à l'époque, quand j'étais plus jeune, à l'époque, 1933, voilà. Et j'en gardais un vague souvenir, si ce n'est évidemment le côté incroyable et légendaire dans l'histoire du cinéma. Mais j'avais découvert King Kong avec la version de 1976 sur M6, il me semble. Je vais avoir quoi, 13-14 ans. Et je suis tombé amoureux, comment dire, du film de monstre avec ce film-là, tout simplement. Donc ça m'a, on va dire, marqué à vie. Après, il y a eu le Godzilla d'Emmerich. Bon, je sais pas si, du coup, là, j'avais apprécié autant, je ne pense pas. Et puis, surtout, j'adore la version de Peter Jackson, qui est un véritable remake fidèle à cette version-là, d'ailleurs. Je comprends que certains n'aiment pas, parce que c'est trop fidèle peut-être, il y a beaucoup de longueur, mais j'en parlerai un jour de cet amour que je porte, donc, sur ce film de 2005, si je ne m'abuse. Et là, donc, revenons sur l'original, que j'ai eu le grand plaisir de revoir, enfin, avec un regard plus adulte, avec plus de recul, et c'est extraordinaire pour l'époque, tout simplement, vous placez ça dans le contexte, 1933, et vous vous dites, waouh, quoi! Les effets spéciaux sont absolument incroyables, c'est du stop motion. Willis O'Brien était un génie pour l'époque, il avait, on va dire, plus ou moins popularisé cette approche avec Le Monde Perdu, sorti en 1925. Vous vous rendez compte, c'est même avant l'apparition du cinéma parlant. C'est fou. Et là, voilà, les bestioles sont crédibles. Alors évidemment, ça saccade, ça vieillit. Faut pas dire le contraire. Mais vous replacez ça, donc, avec cette idée que ce film a quand même 87 ans, vous vous dites, c'est absolument improbable, quoi. Et puis en plus, on a un bestiaire remarquable dans le film. Oui, il y a King Kong, super, mais vous avez aussi des T-Rex, un Diplodocus. Voilà, on s'ennuie pas et c'est hyper ambitieux. Franchement, vous vous rendez compte quand même, 1933. Et il n'y a pas que les images qui sont assez folles dans ce film. Il y a aussi le son. Le cinéma parlant existait depuis 6-7 ans, je ne sais pas exactement. Et vous avez un jeu sur les cris, ici, qui est assez impressionnant, qui devait être super difficile à mixer ou mettre en place à l'époque. Et ici, d'ailleurs, un double cri, celui de la belle quand elle voit la bête, et puis la bête qui rugit tel un lion et un tigre, d'ailleurs, c'est un peu ces sons-là qui sont utilisés. Et donc la belle qui devient en fait dans ce film, Fay Wray, l'actrice, la première Scream Queen de l'histoire. Donc voilà un métrage qui, au-delà de l'aventure et du film de monstre, a aussi inspiré le cinéma d'horreur par la suite. Voilà. Donc rien que pour tout ça, sur le plan image et son, ce film est parfait pour l'époque. Après il y a l'histoire. En tant que tel, disons que c'est assez simple. Le film fait 1h24, il n'y a pas beaucoup de développement de personnages. Forcément, quand tu as vu la version de Peter Jackson, où là, ça développait à fond, que ce soit avant l'île et après l'île, là, disons qu'au bout de 15 minutes à peine, on est déjà sur l'île. Tout ce qui est avant sur le bateau, à peine le temps pour l'actrice Anne Darrow donc, de rencontrer son love interest, qui est un second de l'équipage, à peine le temps pour le réalisateur Carl Dunham de mentionner cette île, une île où il y aurait des légendes et des mythes, mais comme il le dit si bien, toute légende ou tout mythe a une part de réalité, donc on voit le gars qui est un peu en mode aventurier avant même d'être cinéaste, mais les réalisateurs de l'époque étaient un peu des aventuriers aussi, il y a quelque chose de méta derrière. Donc voilà, l'exposition est
très très vite faite, mais parce que le film veut se concentrer en gros sur la bête et la rencontre avec la belle, et la bête qui va perdre sa bestialité au contact de la belle, et aussi se condamner un petit peu à une fin forcément que l'on sait d'avance tragique. Il y a une belle lecture là-dessus, je trouve, et c'est fort, parce que c'est assez, on va dire, comment dire, c'est pas forcément appuyé et approfondi, mais on est déjà dans l'essentiel et ça fonctionne très bien. Puis après, tout ce qui se passe en dehors de l'île à la fin, c'est quand même bien développé, avec ce grand final sur l'Empire State Building, je vais pas en dire plus, mais bon, c'est fort, quoi, tout simplement. Puis il y a plein de thématiques secondaires, donc le côté, je l'ai dit, attrait aux légendes, aventures, le côté invasion de la civilisation occidentale sur une île où l'équilibre naturel était conservé, avec donc cette population locale qui vénérait Kong en tant que dieu et qui Kong les laissait vivre, et voilà donc l'homme américain qui débarque et qui voilà, qui met tout en bazar, tout simplement. Pas étonnant qu'après, au niveau de l'effervescence et au niveau des drames, avec beaucoup de morts et tout, ça se précipite. Je pense qu'il y a une petite critique de cet aspect colonialiste qui a été encore très sous-jacent en 1933. Il faut voir ce film plutôt sur ce prisme-là, plutôt qu'une apologie de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, du moins, à mon avis. Puis toute la fin avec ce regard sur la curiosité maladive des gens, forcément, hein, ça se termine en mode freak show. Il faut savoir que le film Freaks, la monstrueuse parade, est sorti, je crois, 1 an avant. Voilà, j'ai pas les dates en tête, mais c'est la même époque. Et oui, aux États-Unis et puis dans d'autres pays, on aimait encore les foires aux monstres, donc forcément King Kong, il est très lucratif. Là, pas du gain, l'ambition, les aventures, mais on en oublie la nature. Et ici, la nature essaye de se venger. Mais est-ce que finalement, l'humain n'a pas pris déjà trop de place sur celle-ci, ou au sein de celle-ci, déjà à l'époque? Vous voyez, cette lecture-là aussi qui est intéressante. Donc, oui, c'est un pan de l'histoire du cinéma, ce King Kong de 1933, qu'il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie. Je suis content vraiment de l'avoir revu, mais vraiment, cette fois-ci, avec une totale conscience et une faculté d'analyser un peu et de ressentir les choses plus qu'en mode divertissement, du coup, même si forcément, je me suis bien diverti devant également. Mais voilà, ce film va au-delà du divertissement, clairement. C'est quelque chose qui a mis son empreinte dans l'histoire donc du 7e art et qui a inspiré énormément de choses derrière. Pas étonnant qu'il y ait eu autant de remakes ou suites ou voilà, etc. Ah oui, j'ai oublié de mentionner Kong Skull Island aussi. Oh, j'en parlerai un jour. Très spectaculaire pour le reste. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce King Kong de 1933. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.